Parfois, même avec toute la bonne volonté du monde, on n'arrive pas à se mettre au travail. Il y a des jours où on se sent vraiment démotivé. On sait qu'on a plein de choses à revoir. On sait qu'on a une liste de choses à faire plus grande que le bras, mais ça suffit pas à nous motiver. On est complètement figé, on n'arrive plus à bouger et au final, on finit la journée en n'ayant absolument rien fait. On se dit que c'est la flemme, mais en fait, parfois, c'est un petit peu plus profond que ça. Je vous avais déjà fait un peu une vidéo sur comment arrêter, entre guillemets, de procrastiner de manière assez générale sur 5 étapes. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous partager vraiment ma méthode anti-procrastination pour les études. Donc, comment me remotiver les jours où je suis pas vraiment dedans pour entre guillemets me relancer et faire que je travaille quand même ces jours-là où j'ai pas trop envie, parce que forcément dans un semestre on a beau être plein de bonne volonté, on a beau aimer ce qu'on fait, il y a toujours des jours où ça va un petit peu moins et qu'on a un petit peu moins, on va dire, cette rage de vaincre et de faire plein de choses. Donc je voulais vous partager 10 petites choses qui peuvent vous aider à vous remettre dedans. Je m'appelle Laura, je suis étudiante en neuro-ingénierie en Suisse et je partage sur cette chaîne un petit peu mon quotidien en tant qu'étudiante, mais aussi des conseils pour les études, la productivité, et cette vidéo continue un petit peu ma série Back to School. J'ai sorti quelques vidéos sur ma chaîne, donc si ça t'intéresse, je t'invite à me rejoindre ici et à aller voir les autres contenus une fois cette vidéo terminée. Donc dans cette vidéo, on va parler un petit peu de méthodes qui nous permettent en guillemets de satisfaire notre cerveau, ou un petit peu de reconnecter notre cerveau, on va dire, d'une manière où on va retrouver un peu cette motivation cachée ou perdue qu'on a certains jours, et nous permettre de voir ce qu'on a à faire comme quelque chose de beaucoup plus accessible pour rendre au final notre journée plus productive qu'elle ne l'était au début. Il faut être aussi ok avec le fait qu'il y a des jours où on est moins en forme, où il y a des jours où ça marche moins bien. Par exemple, même quand on est motivé, il y a des jours où on va réussir à retenir beaucoup moins d'informations, ou en par cœur on va être beaucoup moins à l'aise. Et ça, c'est un petit peu malheureusement le jeu aussi avec les études, où parfois c'est juste pas aussi bien que les autres jours, et ça il faut être d'accord avec. Si vous êtes une personne menstruée, vous savez aussi qu'avec votre cycle, l'état dans lequel vous êtes par jour peut également vraiment changer, et que parfois on se sent pas très bien. Donc je vais pas du tout vous dire de ne pas écouter votre corps et de ne pas écouter comment vous vous sentez, mais si vous sentez que vous avez un petit peu, vous êtes un peu coincé dans une sorte de flemme et que vous savez pas pourquoi vous êtes figé, et que vous n'arrivez pas à vous remettre au travail, et que vous avez vraiment besoin de quelque chose parce qu'il faut travailler vite, parce que vous avez une deadline, je vais partager ces petites étapes et ces petites techniques qui pourront peut-être vous aider. Donc la première méthode qui est assez efficace, c'est de découper toutes vos tâches en micro-actions. Parce que imaginons si vous avez une tâche qui est faire l'assignment numéro 3, j'en sais rien, donc vraiment votre devoir que vous devez rendre, votre rapport, c'est énorme. C'est une tâche qui paraît absolument gigantesque, et potentiellement c'est une tâche qui va s'étendre sur plusieurs jours. C'est une tâche qui va s'étendre sur une semaine, 2 semaines que vous avez pour faire votre rendu. Et du coup, on a tendance à procrastiner parce que c'est assez grand, ça fait un peu peur, et on va la repousser plus loin, et en plus, en disant qu'on va jamais cocher cette case du premier coup. Alors que si vous la divisez en micro-actions, en petites choses que vous pouvez faire, par exemple, je sais pas, faire la recherche littéraire pour le devoir, commencer à écrire l'introduction, etc., vous pouvez plus facilement vous dire, ok, bon, j'ai un peu la flemme aujourd'hui de m'y mettre, mais disons que je vais au moins faire 5 recherches littéraires, je vais chercher au moins 5 articles que je vais pouvoir utiliser pour mon devoir. Ça vous motive, et même si c'est une petite tâche, vous aurez déjà avancé un petit peu plus vers votre but. Donc divisez tous vos objectifs en micro-actions, comme ça vous pouvez plus facilement vous lancer et avancer petit à petit vers ce que vous devez faire. Le deuxième point qui va bien avec cette règle, c'est la règle des 2 minutes, où vous allez vous dire que pendant 2 minutes, vous allez vous lancer sur vos révisions ou sur votre tâche. Ça peut paraître bête parce qu'on se dit qu'en 2 minutes, on a le temps de rien faire, mais c'est un peu le principe au final. C'est de vous dire que, allez, je m'y mets pendant au moins 2 minutes, je me mets dedans, comme ça au pire, si ça veut toujours pas, c'est pas grave, j'aurais au moins essayé, etc. Et j'ai entre guillemets cette porte de sortie qui est juste là parce que je me suis dit à moi-même que je travaillais pendant 2 minutes seulement. Et parfois c'est un peu cette énergie d'activation dont je parlais aussi dans la première vidéo, qui est un petit peu difficile parce qu'on a de la peine à se lancer, à se dire vraiment ça y est, je me mets dedans et je me mets à mon bureau et je taffe, ou je me déplace pour aller à la bibliothèque, taffer ou n'importe quoi. Mais une fois qu'on est dedans, on se met un petit peu dans un état où vraiment on est hyper concentré, on est hyper dedans, et on n'a plus trop envie de s'arrêter parce qu'on a fait le plus dur entre guillemets, qui était de se mettre au travail. Donc cette règle de 2 minutes, non seulement ça veut dire à votre cerveau, bon, t'as pas trop la motivation de faire ça, mais t'inquiète pas parce qu'au pire il y a une porte de sortie très proche, je te dis pas qu'on va s'y mettre pendant 3 heures, et ça vous permet au final de vous lancer sur le chemin parce que vous aurez commencé pendant 2 minutes, et une fois que vous êtes lancé, généralement vous aurez envie de continuer. Et ce deuxième point en fait, il marche principalement avec l'effet de Zeigarnik. Je sais pas du tout si je prononce ça bien, mais ça s'écrit comme ça vous l'avez ici. Mais l'effet de Zeigarnik, c'est le principe que notre cerveau va se rappeler des tâches inachevées plus que des tâches qu'on a déjà accomplies. Parce qu'en fait, du moment que vous avez une tâche inachevée, ça crée une sorte de charge cognitive pour votre cerveau, et donc votre cerveau va se rappeler qu'il y a encore ça qui est pas encore fini et qu'il y a encore ça à faire, alors qu'une tâche achevée, disons que votre cerveau la classe un petit peu et ça va pas, vous allez pas forcément y penser ou vous dire ah oui j'avais fait ça, etc. Ça va même pas vous revenir en tête. Donc cette règle des 2 minutes, comme votre cerveau préfère, on va dire, les tâches achevées, classées, parce que ça réduit un petit peu ce lot, on va dire, cette charge cognitive, une fois que vous êtes lancé pendant 2 minutes, comme
votre cerveau a aussi un petit peu cette tendance à préférer quand quelque chose est terminé et derrière et que c'est entre guillemets coché, ça va vous permettre aussi de continuer à rester motivé et de continuer à avancer dans la tâche que vous êtes en train de faire. Donc si ça vous intéresse, je vous mets quelques liens aussi avec plus de détails sur l'effet de Zeigarnik si vous avez envie de voir un petit peu en détail les recherches qui ont été faites dessus. Mais voilà, je trouve que c'était un point qui était assez important et qui va en fait avec cette règle de 2 minutes et pourquoi aussi ça marche au final. Le quatrième point qui est ultra important, c'est que non seulement on parle ici de reprogrammer entre guillemets son cerveau et sa motivation, etc. mais reprogrammer son environnement, c'est au final la base d'un petit peu tout. Parce que si on est dans un environnement dans lequel on ne veut pas travailler, ça va être extrêmement dur de se mettre au travail, de se motiver et surtout de rester vraiment dans un état de concentration où on est à fond dedans. Alors que si on a un environnement qui est beaucoup plus agréable, où on se sent bien, ça aide. Par exemple, si on sent qu'on est très stressé et que notre chambre est aussi vraiment encombrée, ça va être difficile de se mettre à un bureau où il n'y a absolument pas d'espace pour commencer à travailler. Donc prenez le temps de, on va dire, nettoyer son environnement, de rendre le cadre plus calme, par exemple, je sais pas, avec une musique qui vous détend, une lumière qui vous détend, si vous trouvez, je sais pas, que la lumière est trop agressive dans votre chambre, etc., ou où vous travaillez, ça peut vraiment aider. Donc prendre le temps en fait de changer un petit peu tout le settings de ce qui est autour de vous, ça vous permet d'avoir un espace qui est beaucoup plus calme et propice à vos révisions parce que vous vous sentez mieux aussi à l'intérieur de ce setting là que par rapport à comment vous vous sentiez avant. Et ça, je pense que c'est ultra important parce qu'on a tendance à vraiment penser à ce qu'on fait quand on travaille, mais c'est au final tout le contexte autour qui va moduler comment notre séance de révision va se passer. Si vous êtes quelqu'un qui aimait travailler avec du bruit, un petit bruit de fond, allez dans un café. Déjà, non seulement vous aurez fait le pas d'aller jusque dans un café pour faire ce que vous devez faire, ce qui, entre guillemets, enlève un petit peu de la charge mentale et qui vous permet de vous motiver à le faire, mais en plus, vous êtes dans un contexte où vous vous sentez mieux, alors que potentiellement, si vous êtes dans votre chambre et qu'il n'y a pas de bruit, vous aurez tendance à aller sur votre ordi, sur votre téléphone, pour avoir des distractions, pour avoir du son de fond aussi, quelque chose qui occupe l'espace parce que ce silence pour vous est insupportable. Donc vraiment reprogrammer son environnement, donc soit si vous avez un contexte qui est bien, mais qui est trop encombré ou trop bruyant ou pas assez bruyant justement, de le mettre un peu à votre guise, ou alors de s'écouter pour aller dans des environnements qui vous conviennent mieux pour travailler. Ça, c'est vraiment la base. Et on est tous différents, il y a des gens qui vont aimer travailler dans un silence complet, d'autres beaucoup moins. C'est pas parce que vous faites différemment que vos potes que vous faites mal, donc ça vraiment, juste écoutez-vous, faites des tests et regardez ce qui marche le mieux pour vous. Le cinquième conseil, c'est d'utiliser la méthode de Eat the Frog, qui vient donc manger la grenouille littéralement, qui vient d'une citation de Mark Twain. Et en fait, Eat the Frog, c'est pour vous dire que si vous devez manger 2 grenouilles dans une journée, quand on vous dit que vous devez manger 2 grenouilles vivantes et que vous avez un énorme crapaud et une petite grenouille, commencez par le gros crapaud et comme ça vous avez la petite grenouille pour la fin qui est plus facile. C'est horrible cette allégorie de s'imaginer en train de manger des grenouilles vivantes, mais l'idée c'est que si vous avez des tâches on va dire assez lourdes, que vous avez vraiment une charge assez importante sur ce que vous êtes censé faire, vous dire que vous commencez par la tâche la plus difficile, ça va vous libérer l'esprit pour la suite parce que vous avez la plus petite tâche ensuite. Parfois aussi, il faut s'écouter selon quand est-ce que vous êtes le plus efficace. Il y a des gens qui sont plus du matin et qui le matin ont plus d'énergie, donc on va faire les tâches par exemple les plus difficiles, réviser les cours les plus difficiles le matin, alors que certaines autres personnes auront tendance à faire ce qui est plus facile plutôt l'après-midi. Et ça, c'est hyper important de savoir s'écouter par rapport à ça. Et cette méthode de Eat the Frog, c'est vraiment que quand il y a une tâche qu'on veut vraiment pas faire et qu'il y en a plusieurs, de faire la plus difficile au début, et une fois qu'on est lancé et qu'on a fait le plus dur, ce sera beaucoup plus simple de se lancer sur le reste et de continuer un petit peu sur notre lancée. Donc je vous mets aussi un lien si vous avez envie d'avoir un peu plus d'informations sur l'origine de cette citation, et il y a énormément de livres qui sont parus aussi un petit peu tout autour de ce concept, qui a un petit peu une base en productivité qui sera mentionnée un peu partout, mais qui peut vous aider un petit peu aussi à avancer un peu mieux quand vous êtes un peu coincé. Le 6e point, c'est la visualisation positive. Je sais que ça parle pas à tout le monde, la visualisation, mais la visualisation, ça passe par beaucoup de facteurs. Ça peut être visuel, ça peut être juste en écrivant par exemple, ou en fait un petit peu se recentrer sur pourquoi on le fait. Donc il y a non seulement, on va dire, cette visualisation face à l'objectif final. Imaginons si c'est rendre notre thèse, de se dire j'aurai mon diplôme, donc la visualisation c'est entre guillemets moi avec mon diplôme, ou le parcours que je fais cet examen parce que je sais que dans 3 ans j'aurai ce diplôme là. Donc il y a cette visualisation de nous-mêmes, on va dire, qui avons accompli cet objectif, qui peut entre guillemets nous remotiver ou un petit peu nous donner un petit coup de jus entre guillemets quand on n'est pas motivé. Mais on peut faire aussi de la visualisation plus directe, parce que des fois se dire bah super, enfin oui c'est génial de me dire que dans 3 ans j'aurai mon diplôme, mais là ça m'aide pas beaucoup à me motiver au tenter, enfin vraiment aujourd'hui. Ce qui peut nous aider, c'est aussi de s'imaginer un petit peu comment on sera détendu une fois qu'on aura fini cette tâche. Donc c'est de la visualisation beaucoup plus directe. On va s'imaginer dans quelques heures une fois que cette tâche sera accomplie. Par exemple, parfois quand on sait qu'on a énormément de choses à faire, quand on procrastine, on va se retrouver sur notre tel à faire des choses ou à regarder des séries, etc. Mais on n'est pas bien en fait, on est stressé, on est angoissé parce qu'on sait qu'on n'a pas tout accompli, parce qu'on sait qu'on a encore
une liste de tâches, de choses à faire qui est hyper importante. Donc notre esprit n'est pas libre non plus de profiter de ce moment qu'on se laisse entre guillemets à juste rester sur notre tel, à regarder des séries, rester dans notre lit, etc. Alors que si on se dit bon, je fais au moins ça, donc par exemple une micro-action de notre projet de base, on va se dire ok, après comme ça, quand je regarderai ma série ou quand je ferai ça, je serai quand même vachement détendue après parce que je sais que j'aurai déjà fait un petit bout du chemin. Ou alors vous pouvez vous mettre entre guillemets des petites récompenses ou des petites choses que vous pourrez faire une fois que vous avez accompli certaines tâches qui vous permettent de vous visualiser avec cette récompense, avec cet objectif final entre guillemets atteint. Ça peut vous aider à vous motiver. Notre cerveau fonctionne vraiment en fait principalement sur le fait des récompenses et comment notre cerveau en a besoin quand on a une récompense qui est attendue, pas attendue, ou quand on attend une récompense n'arrive pas. C'est vraiment comme ça que la plupart de nos actions dans le cerveau en fait sont, on va dire, coordonnées. Donc se mettre en fait des petites récompenses, etc. Ça n'a pas besoin d'être des récompenses très importantes, mais des petites choses qu'on se dit ah je ferai ça une fois que j'aurai fini de travailler ça, ou j'ai regardé un épisode de ma série une fois que j'aurai fini ça. On se dit ok, non seulement j'ai regardé un épisode de ma série et en plus je serai beaucoup plus détendue parce que j'aurai fini ça. C'est beaucoup plus motivant aussi que juste de dire bon faut que je m'y lance parce qu'il faut que je m'y lance, etc. Juste de se voir un petit peu après, ça peut aider, et si vous êtes quelqu'un pour qui la visualisation marche bien, ça peut être une bonne clé. Notre cerveau fonctionne également beaucoup avec le stress, et par exemple si on a le stress d'une deadline, ça va nous permettre aussi d'être plus efficace et performant à ce moment-là parce que on se rend compte en fait avec ce stress-là que c'est hyper important de le faire et qu'il faut le faire maintenant, et ça va nous permettre de, on va dire, gagner un peu en motivation et de nous lancer à fond dans quelque chose. Évidemment, trop de stress, ça devient aussi contre-productif et ensuite on n'a plus la motivation et on aura tendance à énormément procrastiner quand en fait quelque chose est très stressant parce qu'on est beaucoup trop près, on va dire, de ce but-là qu'on n'est pas en train d'atteindre. Mais c'est hyper important de comprendre qu'il y a un petit peu cet entre-deux. Sauf que si vous avez une deadline à la fin du semestre par exemple, c'est très dur de se dire bon bah je vais attendre un peu la fin, qu'il y ait ce pic de stress entre guillemets parce que la deadline approche pour que je me mette à fond. Et je pense que ça vous est déjà sûrement arrivé d'avoir justement une deadline qui approche ou un examen qui approche, et là soudainement vous travaillez pendant 4 heures et vous voyez pas le temps passer parce que vous êtes dans cet état de stress de l'examen imminent qui arrive et que vous n'avez plus le choix. Donc ce que vous pouvez faire quand vous avez justement une deadline qui est très très longue, c'est de vous fixer vous-même des mini-objectifs. Vous allez vous fixer vous-même des objectifs de ce que vous pouvez accomplir et essayer de faire, on va dire, entre-temps, pour vous permettre, entre guillemets, de avoir ce petit stress justement qui vous permet d'être ultra productif parce que vous vous êtes mis des deadlines. Et par exemple, vous pouvez coupler ces deadlines à des récompenses comme on avait parlé en vous disant ah bah je sortirai avec mes potes quand j'aurai accompli ça parce que comme ça c'est bien. Et en fait, ça va vous motiver à avoir ces deadlines-là, de faire ça. C'est comme si pour vous ça marche, vous pouvez vous mettre des timers où vous vous dites ok, je me donne 20 minutes pour faire au moins ces 3 pages par exemple de mon livre qu'il faut absolument que je fasse, et ben vous mettez ce timer, et de voir le timer qui défile, ça va vous motiver à vous mettre à fond dedans parce que justement vous avez un petit peu cette deadline mais qui est complètement fausse au final parce que rien ne va arriver si jamais vous n'avez pas accompli cette deadline, comme c'est des deadlines que vous êtes posées vous-même, mais vous allez un petit peu feinter votre cerveau et le mettre dans ce même état d'esprit que quand il y a une grosse deadline qui arrive, en vous mettant vous-même des deadlines, en vous mettant vous-même des timers qui vont vous permettre de vous motiver et justement de plus facilement vous lancer et de continuer votre tâche à fond. Le point 8, ça va avec ça justement, je suis presque sûre que vous avez déjà entendu parler de la technique Pomodoro, mais Pomodoro c'est donc alterner des intervalles de travail et des intervalles de pause. Donc généralement je crois qu'on dit un peu 25 minutes de travail pour 5 minutes de pause, je fais vraiment 25 minutes parce que je trouve que 25 minutes c'est pas suffisant du tout pour vraiment être hyper motivé, mais par exemple je peux me fixer des intervalles de 25 minutes en me disant je me donne 25 minutes pour faire ça, mais je vais faire par exemple 25 minutes et ensuite une pause un petit peu plus longue, ou alors des intervalles beaucoup plus longs, etc. Enfin vous pouvez un petit peu moduler selon comment vous voulez pour que ça vous convienne, mais ça vous permet en fait de vous mettre dans un esprit où vous allez être hyper motivé parce que vous dites c'est 20 minutes, 25 minutes, c'est pas très long, donc de toute façon il y a la pause qui m'attend genre vraiment au bout du tunnel, donc dans pas trop de temps, donc c'est pas grave, je fais le plus que je peux, comme ça après de toute façon j'ai ma pause et j'en profite. Alors que si vous vous lancez sans trop de but, sans trop de, on va dire, de date butoir, de pause où vous allez pouvoir vous reposer un petit peu, c'est un petit peu plus dur de se motiver et de rester dedans. Donc si pour vous ça fonctionne, les méthodes Pomodoro avec des techniques ou les deadlines que vous mettez vous-même, ça peut vraiment changer la donne pour vous et comment vous allez un petit peu appréhender en fait la manière que vous allez réviser. Et il existe énormément de sites en ligne qui vous permettent d'avoir des timers que vous pouvez mettre précisément, donc avec vous l'intervalle que vous voulez, avec la pause que vous voulez, etc. Avec des musiques. Il y a même des playlists par exemple sur YouTube, lo-fi ou n'importe quoi, qui sont inclus des Pomodoro, donc vous allez avoir un petit signal quand c'est la pause, donc vous n'avez même pas besoin de réfléchir à quand est-ce que vous devez vous arrêter. Il y a vraiment plein de méthodes, je suis sûre qu'il y a des applications aussi que vous pouvez utiliser qui sont ultra utiles, mais même votre timer sur votre téléphone, ça fera
à faire, juste peut-être changer la sonnerie, pas que ça vous fasse faire un méga sursaut à chaque fin de pause, pour être sûr aussi que si d'un coup vous êtes vraiment dedans et que vous voulez continuer, vous n'êtes pas un petit peu complètement interrompu par la sonnerie, c'est aussi assez important. Le 9e point, je pense que c'est plus de la réflexion, on va dire, et presque de l'introspection, c'est d'établir et d'identifier les procrastinateurs cachés. Parce que de la procrastination, généralement, ça vient pas juste parce que on est flemmard. Je vous renvoie un petit peu plus à la vidéo que j'avais fait précédemment parce que je parle un petit peu plus justement de ces procrastinateurs cachés et de pourquoi en fait on procrastine et que c'est important de le comprendre. Mais généralement, de la procrastination, ça va cacher des facteurs comme du stress où on se dit j'ai pas envie de m'y mettre parce que j'ai peur d'échouer, j'ai peur de pas être assez bon, j'ai peur d'être en retard, j'ai peur que le travail que je fasse soit trop mauvais, etc. Et en fait, c'est ces procrastinateurs-là qui nous empêchent et qui se cachent un petit peu sous la flemme. Je crois que je parlais dans la vidéo précédente justement que la flemme c'était un petit peu un terme parapluie en fait pour plein de choses. Et je pense que c'est ultra important d'essayer d'identifier les procrastinateurs cachés également. Ça peut être justement parce qu'une deadline s'approche trop et on a en fait passé un petit peu cette courbe de trop de stress justement pour nous motiver. Et c'est important de prendre, et ça fait du bien, et je pense que c'est crucial de prendre du temps en fait, de comprendre quels sont ces procrastinateurs cachés, pourquoi est-ce que nous on procrastine, est-ce que c'est vraiment juste par flemme parce que ce jour-là on n'a pas trop d'énergie et qu'on est sorti la veille, ou est-ce que c'est vraiment parce qu'on est figé de stress et qu'en fait on attend le dernier moment parce qu'on préfère ne pas voir le problème jusqu'à ce qu'il arrive. Et c'est la clé aussi, sinon vous allez vous retrouver un petit peu tous les jours dans cette même routine, de savoir un petit peu qu'est-ce qui vous bloque et d'essayer de déconstruire un peu ces pensées-là, même si c'est évidemment très très compliqué, mais d'essayer par exemple de réfléchir quelles sont vos craintes par rapport à l'échec, pourquoi est-ce que par exemple si vous procrastinez à cause de ça, qu'est-ce qui vous fait vraiment peur là-dedans, pourquoi est-ce que vous avez l'impression que vous n'êtes pas assez bon ou bonne là-dedans pour un peu déconstruire ces idées, parce que généralement c'est quand même des idées assez infondées quand on est en études supérieures de se dire on n'en est pas capable. Et en fait c'est un comportement assez humain au final de se dire si je ne fais pas une tâche, par exemple si je ne travaille pas pour cet examen, je ne fais pas ce devoir et que je rate parce que je n'ai pas fait, c'est parce que j'ai pas travaillé en fait que j'ai raté. Alors que si on travaille et qu'on rate quand même cet examen ou qu'on a une mauvaise note, on se dit qu'on a échoué nous-mêmes. Et en fait, c'est un concept qu'il faut réussir d'une certaine manière à déconstruire parce que c'est une peur en fait qu'on a et on aura tendance à procrastiner parce qu'on veut pas être confronté à l'échec, on préfère rester un petit peu dans cette zone de confort aussi. Et dans les études supérieures, c'est hyper important d'être vraiment régulier au cours du semestre. Alors, entre guillemets, se dire que si on travaille pas, on peut pas échouer parce qu'on a raté, c'est vrai d'une certaine manière, mais au final, ça ne nous avancera pas plus loin parce qu'on aura quand même raté. Alors que travailler et se lancer dans cette tâche-là, ça nous donne une chance justement de réussir qui est hyper importante. Donc à nouveau, je vous renvoie à voir cette vidéo si ça vous intéresse, mais je pense que c'est vraiment la base et les études supérieures, ça se fait beaucoup dans la régularité aussi et c'est hyper important de réussir à déconstruire ça assez vite pour pas vous retrouver à la toute fin où justement vous avez plus du tout la motivation et juste il y a une deadline qui arrive tout bientôt. Et dernier point de cette vidéo, c'est de faire de la procrastination son allié et je sais que vous allez trouver ça ultra bizarre et que vous dites mais qu'est-ce qu'il raconte? C'est juste qu'on va utiliser en fait d'autres tâches pour transformer la procrastination en progression. Je vous explique. Quand on a plusieurs tâches à faire, par exemple, on aura des tâches qui vont avoir une charge mentale plus importante, plus difficile, qui sont plus urgentes, etc. Et des tâches qu'il faut quand même faire, mais qui sont peut-être soit un petit peu moins urgentes, soit un petit peu plus faciles ou qui vont, entre guillemets, être moins utiles sur le long terme. Mais c'est quand même des tâches qu'il faut faire. Et quand on aura vraiment de la peine à faire ces tâches plus difficiles, utiliser une tâche, entre guillemets, plus facile pour se mettre dans le bain, entre guillemets, et transformer cette procrastination en progression, ça met notre cerveau dans un flow où il se dit, ok, j'avance, ok, j'accomplis des trucs, maintenant, il me reste encore ça à faire, je m'y mets parce qu'il me reste ça à faire. Un petit exercice que vous pouvez faire qui est assez simple, c'est juste que vous allez diviser vos tâches à faire en 3 catégories. A, B, C. A, ça va être les plus difficiles et les plus urgentes, donc vraiment ce qui est un peu généralement plus dur à faire. B, ça va être un petit peu les moins urgentes, mais qui restent aussi assez utiles. Et C, ça va être, on va dire, les moins urgentes vraiment et les plus faciles. Et comme ça, quand vous n'arrivez pas à faire A, vous allez prendre une tâche de B pour la faire. Et comme ça, quand au lieu de procrastiner, vous allez avancer là-dessus, ce qui est très bien parce qu'au final, vous faites de l'avance et vous dites aussi à votre cerveau que vous êtes en train de faire de l'avance et non pas de procrastiner et de ne rien faire. Si vous n'arrivez pas à B, vous faites C, etc. Et ça vous permet après de remonter de catégorie en catégorie une fois que vous êtes lancé pour arriver vers A et vers cette tâche vraiment difficile que vous aviez de la peine à faire. Donc je pense que c'est assez compliqué de se dire qu'on veut transformer la procrastination en son allié, mais c'est un petit peu au final feinter son cerveau, trouver des méthodes qui peuvent fonctionner. Je pense que c'est un petit peu tout le sujet de cette vidéo. Et le petit conseil bonus que je voulais ajouter, que moi je fais pas mal, c'est juste de regarder des vidéos aussi qui me motivent. Par exemple en fond au début, je vais regarder des vidéos de gens qui étudient ou autres, qui partagent leurs techniques ou du contenu qu'au final j'écoute même pas trop, mais qui est un petit peu en fond et qui est assez motivant.
motivant, j'écoute plein de choses, je découvre plein de choses, etc. C'est vraiment génial et pour moi c'est ce qui marche le mieux. Par exemple, mon compte Laura Slab, donc qui est relié à cette chaîne YouTube, donc mon compte Instagram, je suis abonnée qu'à des comptes qui vraiment me motivent de zinzin quand je vais regarder ma Explorer page. Et comme ça, quand j'ai un petit peu un dump, je me force à rester que sur cette page. Je ne vais pas sur mon compte personnel où j'ai un petit peu plein d'autres personnes que je suis, etc. On va dire des choses qui sont moins reliées à du travail ou du contenu très motivant, de day in my life, etc. Pour pas me retrouver à scroller pendant des heures sans rien apprendre, je vais regarder ça et je vais juste me dire ok, il faudrait quand même que je m'y mette et vas-y, ça me motive et je me mets dedans. Et comme ça, je me force de, même si je suis sur mon téléphone, je procrastine de manière intelligente en regardant du contenu, on va dire, plus utile ou qui va être un peu plus motivant. Et moi, ça m'aide beaucoup. C'est tout pour cette vidéo, c'est vraiment les méthodes que moi j'utilise le plus quand j'ai vraiment de la peine à mettre dans des tâches. J'espère qu'elle a pu vous être utile. Si vous avez d'autres points que vous voulez ajouter, d'autres techniques que vous avez, je serais trop contente d'en apprendre d'autres parce qu'on n'est jamais à court de ces méthodes-là. Merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo et si elle vous a plu, je vous invite à me rejoindre sur cette chaîne et à laisser un like sur cette vidéo. Et je vous dis à très vite!